Bien, mesdames et messieurs, donc l'heure est venue d'entendre notre deuxième grand témoin. Et je vous rappelle que le concept du grand témoin aux rencontres stratégiques de la Méditerranée, c'est on ne fait pas venir quelqu'un, même s'il est expert, parce qu'il est expert, mais parce qu'il apporte un regard un peu décalé, surplombant, et surtout qu'il incarne ce qu'il dit. Et pour ce faire, je crois que Georges Balbruno était tout disposé, enfin, tombé droit pour l'œil pour devenir un grand témoin pour les RSMED. C'est vous le savez certainement, un journaliste au service étranger du Figaro. Il est spécialiste du Moyen-Orient depuis une trentaine d'années, basé à Jérusalem entre 1994 et 2003, donc après les accords d'Oslo, les processus de paix, puis à Bagdad, en Irak, entre 2003 et 2004, où il fut, beaucoup s'en souviennent, détenu en otage avec Christian Chesneau pendant 121 jours, où son image est parue quasiment tous les soirs au journal télévisé. Il est l'auteur d'une douzaine de livres, écrits pour la plupart avec Christian Chesneau. Son premier livre était en 2002, était consacré au conflit israélo-palestinien, des pierres au fusil, les secrets de l'intifada. Il racontait les dessous du soulèvement palestinien contre l'occupation israélienne. Il a écrit ensuite plusieurs livres sur l'Irak de Saddam Hussein, sur Al-Qaïda, avec un livre sur la vie du garde du corps d'Oussama Ben Laden, puis sur la Syrie, sur les pays du Golfe, dont le Qatar. Et son dernier ouvrage, toujours avec Christian Chesneau, s'intitule « Le déclassement français » au Moyen-Orient et au Maghreb, et il a été publié en 2022. Voilà, Georges Balbruno, je vous cède le micro. Bonjour à tous, merci Amiral. Je suis un petit peu gêné parce que j'ai l'habitude de faire des conférences, mais de manière plus classique, sur le sujet que je connais. Un peu, enfin, en tout cas, j'espère. Mais hier, quand je vous ai appelé pour vous demander un petit peu ce que vous attendiez de moi, vous m'avez dit il faut incarner, et c'est un petit peu comme si vous écriviez votre testament. Alors, je trouve que je suis un peu jeune pour écrire mon testament. Je pourrais probablement pas tout dire si j'écrivais mon testament devant vous, mais en tout cas, je vais essayer d'incarner pour rendre un peu plus vivant. Et puis, oui, effectivement, ce Moyen-Orient et le rapport que j'ai eu à la conflictualité, sans ramener évidemment tout à moi. Vous y avez fait allusion, effectivement, la conflictualité. En 2004, j'ai été pris en otage en Irak avec Christian Chesneau. En 2010, j'ai été également mis sur écoute par nos services de renseignement intérieur. Et en 2016, j'ai été menacé, mis sur une kill list de Daesh par un individu dont vous vous souvenez peut-être le nom, Rachid Kassim, qui avait la particularité d'être originaire de Roanne, ville à 30 km de là où je suis né, et qui avait tous les matins sur son réseau Telegram 210 abonnés avec lesquels il conversait. Et ce monsieur était prescripteur dans ses recommandations puisque il avait été à l'origine de la mise en action des assassins du prêtre à Saint-Étienne-de-Rouvray. Il avait été aussi à l'origine de l'attentat manqué contre Notre-Dame par deux jeunes filles, etc. Donc c'était quelqu'un qui était dangereux, et donc c'est vrai que ça m'a... j'ai été, d'une part, même si j'ai vécu certains moments difficiles, comme d'autres, mais donc j'ai eu j'ai eu un peu peur, effectivement, mais surtout ça m'a rappelé en 2004, quand j'étais otage, donc je connaissais assez bien l'Irak, on avait écrit des bouquins avec Christian, et une de mes hantises, par exemple, j'avais dit à Christian, je lui ai dit, tu sais, un jour, on peut se retrouver face à un Français avec nos ravisseurs qui viennent nous interroger. Parce qu'on savait qu'il y avait un certain nombre de Français qui s'étaient un peu égarés, c'était le début des défilières irakiennes, etc. Bon, ça n'a pas eu lieu, mais là je touchais du doigt, effectivement, cette menace, qui est une menace française,
transportés sur le terrain syro-irakien et qui menaçaient des Français, moi avec d'autres après. Heureusement, ce monsieur a été droné par les Américains quelque temps après. Et donc c'était 2016, 2017, vous vous souvenez, la menace posée par l'État islamique a été considérablement réduite, la menace territoriale en tout cas, puisque l'État islamique ne possédait plus de territoire en Irak et en Syrie sur lequel il pouvait à la fois faire régner la terreur et exporter ses meurtriers pour commettre des attentats en France ou ailleurs. Donc, à partir de là, dans les années 2017-2018, on a eu l'impression aussi au Moyen-Orient que la conflictualité était moindre. Le conflit israélo-palestinien était un conflit de basse intensité, régulièrement ponctué par des opérations israéliennes à Gaza, suite à des tirs de roquettes du Hamas. Tout ça soldait par des destructions massives. Nos alliés qatariens et alliés de l'État d'Israël et du Hamas mettaient la main au pot, finançaient la reconstruction, permettaient à la bande de Gaza et à ses 2 millions d'habitants de survivre et de pouvoir manger, etc. Donc, voilà, on était, ce que j'appelle dans une espèce de jeu sordide à trois, mais qui fonctionnait pour les Israéliens. C'était un climat de ni guerre ni paix qui leur convenait tout à fait. Ça permettait à Netanyahou d'affaiblir l'autorité palestinienne et puis d'avoir à Gaza un proto-État avec le Hamas qui finalement donnait l'impression d'avoir édulcoré sa charte en émettant l'hypothèse, comme d'ailleurs 20 ans avant, quand je discutais avec Cher Yassine ou certains de ses conseillers, je pense à l'un d'entre eux, Ahmad Razi, qui est aujourd'hui à Beyrouth, qui était à l'époque quelqu'un que je voyais régulièrement et qui était considéré comme quelqu'un de à la fois, je dirais, de respectable et de modéré que nos agents de la DGSE voyaient, etc. Et aujourd'hui, qui tient un discours beaucoup plus dur depuis Beyrouth. Mais enfin, bon, le conflit israélo-palestinien était sous contrôle. Dieu merci, comme ça, nos diplomaties, qui ne savaient pas évidemment comment se dépatouiller avec ce conflit, mettaient la tête dans la cendre, et donc prions pour que ça dure assez longtemps. Ces derniers mois, on a vu aussi que les Iraniens et les Saoudiens s'étaient rapprochés, se sont réconciliés, ont renoué les relations diplomatiques. Le prince héritier Mohammed bin Salman a compris qu'il lui fallait de la stabilité s'il voulait réussir son plan Vision 2030, qui est un plan assez remarquable, et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas de ceux en France, notamment dans les médias, qui disent quand il vient voir le président Macron, il ne faut pas le recevoir, etc. Bien sûr qu'il faut recevoir Mohammed bin Salman, même si effectivement il y a une part d'ombre. Mais donc MBS a compris, surtout après les attaques iraniennes de septembre 2019, iraniennes ou via leur proxy sur Abqaiq contre les installations d'Aramco, que l'Iran avait une capacité de mettre en ruine ses projets. Donc l'Iran, l'Arabie saoudite se réconcilient, officiellement en tout cas. Les États du Golfe, l'Arabie, les Émirats, l'Égypte, Bahreïn, sont finis par se réconcilier avec le Qatar. Et donc, effectivement, on avait l'impression que ce Moyen-Orient était entré dans une zone de pacification. Et il y avait eu en 2020, vous vous souvenez, ces fameux accords d'Abraham, qui ont permis donc à Israël de normaliser ses relations avec les Émirats arabes unis, le Maroc, Bahreïn et le Soudan. Accord salué par la communauté internationale, accord qui n'était en fait que du troc entre des dirigeants et pas des peuples, et qui oubliait la cause palestinienne. Mais bon, cette cause palestinienne, ce conflit israélo-palestinien nous embête, on ne sait pas comment s'en sortir. Voilà, donc on soutient ces accords d'Abraham. Régulièrement, moi j'étais invité sur la chaîne de télévision I24 News, la chaîne francophone,
Donc les Israéliens me connaissent bien, ils savent que je ne suis pas forcément, comment dirais-je, toujours d'accord avec eux, loin s'en faut, mais bon, je suis le goy de service sur cette chaîne et celui qui connaît quand même bien les pays arabes et qui leur dit les choses en face. Et je leur disais, il y a 6 mois, il y a 1 an, je leur disais, vous êtes bercés d'illusions parce que vous avez signé les accords d'Abraham avec des pays avec lesquels vous n'avez jamais été en conflit, vous étiez en concubinage, hein, les Émirats arabes unis, en 2010, lorsque j'ai été mis sur écoute par les services de renseignement, c'est à la suite d'une enquête assez, si vous me permettez l'expression, couillue, mais qui était tout à fait exacte sur les achats d'armes israéliennes en secret par les Émirats arabes unis. Donc, on savait que les Émirats et Israël n'étaient pas ennemis. Le Maroc, on n'en parle pas. Les relations sécuritaires entre le Maroc et Israël datent de 1967. Donc, je disais aux Israéliens, je disais, bravo, vous avez réussi à normaliser vos relations, mais vous oubliez qu'il y a un pied, un trépied sur cette équation qui n'est pas là, c'est la cause palestinienne. Ils me disaient, mais non, c'est pas grave, regardez, les Saoudiens vont venir. Et donc on n'a pas, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et je leur disais, vous êtes en train de vous créer au sud de la bande de Gaza un Hezbollah bis. Quelle est votre vision stratégique pour la bande de Gaza dans 10 ans, dans 15 ans, sachant que vous avez fait allusion à mon premier bouquin, en 2002, Les pierres au fusil, les secrets de l'intifada. J'allais à l'époque dans la bande de Gaza et j'avais intitulé un des sous-chapitres de mon livre « Le cimetière des roquettes du Hamas à Soudaniye », qui était cimetière qui était aux mains de la police palestinienne, qui à l'époque, la police d'Arafat, les services de renseignement d'Arafat, qui luttaient contre le Hamas et qui rassemblaient les bombinettes et les roquettes du Hamas, fabriquées artisanalement, des Qassam, qui avaient en gros 1 km, 2 km, 3 km maximum de portée. Et donc, 1 sur 2 était tirée depuis Gaza ou depuis le nord de la bande de Gaza, qui est aujourd'hui sous les bombes, et qui atterrissait même pas en Israël. Et donc, je disais à mes amis israéliens, je leur disais, il y a 20 ans, vous aviez 1 million de Palestiniens dans la bande de Gaza. Vous en avez aujourd'hui 2,3. Il y a 20 ans, les roquettes du Hamas avaient 2 km de portée. Aujourd'hui, elles ont 150 km de portée. Quelle est votre vision pour les 10 prochaines années ? Qu'est-ce que vous consommez comme scénario pour la bande de Gaza, sachant que c'est une prison à ciel ouvert et que, la nature ayant horreur du vide, eh bien, des gens du Hamas, en intérieur, et puis des esprits mal intentionnés à l'extérieur, notamment leurs alliés du Hezbollah, l'Iran en sous-main, de manière plus discrète qu'on ne le dit, eh bien, sont venus au secours du Hamas et ont permis d'améliorer la capacité d'action du mouvement islamiste. Nos amis israéliens répondaient, mais non, de toute façon, Gaza, c'est sous contrôle, etc. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure, on pourra y revenir aussi dans les questions. Je pense qu'effectivement, il y a eu c'est ce que je dis souvent, il y a eu, je pense, Israël a été victime de son sentiment de surpuissance parce qu'effectivement, après la deuxième intifada, Israël a gagné cette deuxième intifada. Yasser Arafat a commis l'erreur de militariser cette révolte. Le Hamas lui a porté l'estocade en perpétrant des attentats suicides particulièrement meurtriers qui ont placé l'Europe notamment dans une position difficile et qui a fait que l'Europe a placé le Hamas sur sa liste des organisations terroristes. Et donc, le Hamas s'est retrouvé comme ça, un peu isolé dans son coin, et a tripatouillé effectivement ses roquettes, sachant que puisqu'il n'y avait plus de processus de paix, puisqu'Israël avait gagné cette deuxième intifada, le Hamas, pendant les années où j'étais basé à Jérusalem de 1994 à 2002, avait un levier d'action terroriste
sur Israël, c'était perpétrer des attentats contre des bus. Il y avait un kamikaze qui venait, il y avait 20 morts, etc. C'était horrible, etc. C'était le levier d'action. En général, choisi, c'était parfois du terrorisme de riposte après des actions israéliennes. 27 février 1994, lorsqu'un colon tue de sang-froid 27 fidèles à la mosquée Ibrahim à Hébron, mais souvent aussi pour gêner Yasser Arafat, parce que le Hamas était décidé à ruiner le processus de paix et à saper l'autorité palestinienne. Mais à partir de 2005, à partir du moment où il n'y avait plus de processus de paix, le Hamas n'a plus perpétré d'attentats et s'est concentré sur la gestion de la bande de Gaza, dont il avait expulsé les hommes de Yasser Arafat en 2007, probablement à la suite d'une opération conjointe menée par l'autorité palestinienne et aidé par un certain nombre de services de renseignement pour justement liquider le Hamas. Le Hamas l'a su et en riposte a écarté l'autorité palestinienne à partir de 2007. Et à partir de 2007, eh bien, vous le savez, le Hamas s'est replié sur Gaza, avait gagné les élections l'année d'avant, élections que la communauté internationale avait commis l'erreur de ne pas reconnaître. Donc c'était pas un bon message qui était envoyé au Hamas, mais ils étaient placés sur la liste des organisations terroristes, donc c'était un petit peu difficile. Donc à partir de là, le Hamas est rentré sous terre, mais c'est le cas, puisqu'il a commencé de construire ses tunnels et a augmenté la portée de ses roquettes, a été aidé par le Hezbollah. Ça a été révélé, je me souviens, c'était juste après l'assassinat de Qassem Soleimani en janvier 2020, par les Américains à Bagdad. Il y a eu un reportage très intéressant d'Al Jazeera qui interrogeait un responsable du Hamas à Beyrouth et qui expliquait justement l'aide qualitative apportée à la fois par le Hezbollah dans le détail et par les Iraniens. Et on a découvert à ce moment-là que Qassem Soleimani, donc le chef de la force Al-Quds iranienne, le chef du bras armé iranien hors de ses frontières, s'était rendu à Gaza. Je me souviens quand j'étais à Gaza dans les années 2000 ou jusqu'à avant, je posais la question à un monsieur qui était chargé d'être bien renseigné. Je lui disais, est-ce qu'on a des infos ou les Israéliens sur une présence iranienne à Gaza? Et tout le monde cherchait, tout le monde se disait, bon, on n'en trouvait pas. Qassem Soleimani était venu à Gaza, je crois que c'était en 2012. Imad Mourniyeh, vieille figure du terrorisme, qui a été éliminé par les Israéliens, je crois, en 2008, était venu aussi à Gaza auparavant. Donc, la nature ayant hors du vide, eh bien, les tunnels se sont perfectionnés, les roquettes se sont perfectionnées, et donc, on est arrivé à cette tragédie du 7 octobre. Alors, je crois que pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce qui me frappe, moi, ce qui m'a frappé, c'est justement, à l'occasion de cette tragédie et même un peu avant, c'est que je dirais dans le narratif français, pas uniquement, d'ailleurs pas le narratif officiel, mais aussi chez nous autres journalistes, c'est en fait, on a un petit peu perdu la mémoire. Lorsque, ces dernières années, je parlais avec des jeunes journalistes, la cause palestinienne de Yasser Arafat, alors ne leur parlons pas de Georges Habash, dont j'ai écrit les mémoires en 2006, parce que ce sont des personnalités qui sont complètement ignorées. Et donc, effectivement, tout le monde se disait, la cause palestinienne maintenant est finie, Israël va être ami avec les pays arabes, etc. Donc, on était dans une espèce comme ça d'analyse instantanée qui est aussi, je pense, et la dernière crise nous l'a bien montré, on est aujourd'hui, je parle beaucoup pour les journalistes, mais aussi pour nos responsables politiques, hélas, dans le règne de l'émotion. En faisant abstraction de l'explication, de la contextualisation, etc. Et donc, ce qui nous a amené aussi, je pense,
y compris dernièrement, mais aussi un petit peu avant, à commettre des erreurs. Alors là, pour le coup, on l'a écrit dans un livre qui s'appelait « Les chemins de Damas », sur un peu les relations tumultueuses entre la France et la Syrie. Comment est-ce qu'on a été amené à très mal lire la situation, en particulier au Quai d'Orsay, pas trop chez les militaires français parce qu'eux, ils sont un peu plus sur le terrain et ils sont moins en prise avec une certaine idéologie. Et donc, vous vous souvenez, la Syrie, on a complètement shifté de position à partir de 2011, alors que Bachar el-Assad était notre meilleur allié jusqu'à 2011. Eh bien, il est devenu notre pire ennemi parce qu'il fallait faire oublier ce compagnonnage lourd à porter. Donc, il fallait être à la proue de la vague révolutionnaire et donc Bachar el-Assad, ses jours sont comptés, Alain Juppé, Laurent Fabius, etc. C'est au nom, je dirais aussi, de la même émotion que sur ce qui s'est passé en Iran à partir de l'automne 2022, on a été aussi un peu naïf. Et il faut bien le reconnaître, jusqu'au plus haut sommet de l'État, lorsque le président de la République a reçu 4 jeunes femmes iraniennes qui, pour la plupart, avaient quitté l'Iran depuis très longtemps et qui les a qualifiées de révolutionnaires, etc. J'ai été très, très surpris parce que je connais l'Iran depuis 25 ans. Je connais, à l'image de la Syrie, sa capacité de résilience est, je dirais, décuplée par rapport à celle de Damas et le maillage sécuritaire que l'appareil des gardiens de la Révolution exerce sur la population. Et donc, on s'est emballé dans une analyse qui consistait à dire le régime va tomber parce que c'est la Révolution, etc. Non, ça n'était pas du tout la Révolution. Il aurait suffi d'interroger Jean-Claude Cousseran, par exemple, qui avait été en poste à l'ancien patron de la DGSE et un des meilleurs spécialistes du Moyen-Orient, qui est un peu âgé aujourd'hui, mais qui garde encore une lucidité, qui était en poste à Téhéran en 1979, lorsque le Shah est tombé, et qui raconte que l'Achoura de 1978, il y avait 500 000 personnes dans la rue. Et il n'y a jamais eu en Iran, notre ambassadeur actuel en Iran, qui n'est pourtant pas un fan du régime, l'a fort bien écrit et dit à certains journalistes en janvier, il n'y a jamais eu de manifestation d'ampleur en Iran. Et c'est ce que j'écrivais aussi, mais c'est difficile parfois d'avoir raison contre tout le monde, et c'est difficile d'être dans dans la réelle politique froide lorsque vous êtes sur un plateau télévision face à des jeunes qui effectivement ont un merveilleux challenge ou une merveilleuse cause à défendre, aussi bien syrien face à un pouvoir qui est tyrannique, etc., qu'iranien qui l'est aussi, mais de leur dire non, ça ne va pas se passer comme ça parce que il n'y a pas 500 000 personnes dans la rue à Téhéran. En 2009, j'étais à Téhéran lorsqu'à la suite des élections truquées, il y a eu un vendredi qui a succédé donc le deuxième tour, 2 millions de personnes sur la Enrelab, l'avenue de la Révolution. Là, le régime a vacillé. Les hélicoptères étaient à la guidance, prêts éventuellement à évacuer le guide suprême. Voilà, avec 2 millions de personnes, il y a une révolution en marche. Et c'est la raison pour laquelle, moi je disais toujours l'an dernier, le geste est révolutionnaire parce que vous avez aujourd'hui, j'y suis allé en mai, j'étais un des très rares journalistes à pouvoir aller en Iran en mai, vous avez grosso modo 15% d'Iraniennes qui n'ont plus le voile à Téhéran. Donc le geste de se débâcher, comme je dis, est révolutionnaire, mais le moment n'était pas révolutionnaire parce qu'il n'y avait pas ce phénomène de masse. Et il deviendra révolutionnaire lorsque vous aurez la jonction entre ces jeunes femmes, les étudiants, qui aujourd'hui sont sévèrement réprimés, dont le moral est plutôt à zéro. Vous aurez la jonction entre ces jeunes et les classes sociales, les masses qui tirent le diable par la queue, etc. Mais qui aujourd'hui, quand j'étais à Téhéran, je demandais à mes amis iraniens qui sont businessmen, qui sont chauffeurs de taxi, etc., qu'est-ce que vous pensez des jeunes ? On soutient moralement, mais on ne va pas aller avec eux parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On a vu la Syrie, on a vu l'Irak, etc. Et on connaît la résilience de ce régime. Donc voilà.
encore une fois. Et donc, un an après, effectivement, eh bien, le régime iranien est là, relativement solide, parce que c'est un régime qui, à la fois, qui s'est recroquevillé sur lui-même ces 2-3 dernières années après le retrait américain du JCPOA, qui a eu peur, donc il s'est recroquevillé sur des gens qui sont à la fois comment dirais-je, pour rester, qui sont à la fois décidés à sauver leur tête, mais capables aussi conscients de certaines réalités, et donc pouvant laisser une marge de manœuvre aux filles dans la rue, voilà, parce que 15%, ça peut être, si c'est un régime qui a encore une once de lucidité, qui pourrait faire avec le voile ce qu'ils ont fait avec les paraboles, c'est-à-dire quand vous allez en Iran, les paraboles sont interdites, mais pratiquement tous les Iraniens ont chez eux une parabole, c'est-à-dire, voilà, donc on ferme l'œil. Mais c'était pour vous dire que c'est hélas, je trouve, un marqueur de notre diplomatie depuis, alors ça n'est pas uniquement depuis 2017, mais c'est depuis 2007, je trouve qu'on a perdu cette connaissance fine qu'on avait de cette région, hein, peut-être aussi le Maghreb, je pense, et le Moyen-Orient. On a perdu cette connaissance fine qui nous a quand même évité une catastrophe en 2003, lorsque la clairvoyance de Jacques Chirac s'est opposée à cette aventure militaire américaine en Irak, qui a été une véritable un game changer pour la région. Et idem en 1996, c'est pour ça que je dis souvent, c'est pour ça qu'on avait parlé de déclassement, c'est que si on remonte dans le passé, nos 2 derniers succès en termes de politique extérieure au Moyen-Orient, c'est 2003, Chirac qui dit non à l'invasion américaine de l'Irak, et c'est 96, opération Raisin de la colère, tir de roquettes entre le Hezbollah et Israël. Et j'étais basé à Jérusalem, j'étais dans le Nord, et vous vous souvenez, Chirac avait son ministre des Affaires étrangères de Charette dans la région, et de Charette fait la navette, et Chirac a le courage de jouer à Fayez el-Assad contre Shimon Peres, et il finit par imposer la France dans un mécanisme de sécurité régionale aux côtés des États-Unis, qui avaient envoyé Warren Christopher, leur chef de la diplomatie, et donc la France s'impose dans ce mécanisme de sécurité régionale, mécanisme qui, pour la première fois, mettait presque côte à côte Iraniens, Hezbollah et Israël. Donc voilà, donc c'était courageux parce que c'était quand même... alors il y avait eu le massacre de Cana qui avait placé Shimon Peres, vous vous souvenez, lorsque le Hezbollah l'avait attiré dans un piège en tirant des roquettes près d'un village, et donc il y a eu cette riposte israélienne qui a fait son mort, et donc les Américains ont sifflé la fin de la partie. Mais voilà, je dirais, il y avait eu un courage côté français de dire, voilà, nous ne sommes pas contre l'État d'Israël, mais nous considérons que, etc. Et ça, c'est à la fois ce courage et cette absence de cette vision beaucoup moins claire de la région nous est, j'en suis intimement convaincu, préjudiciable. Et alors, elle s'explique tout à fait, elle s'explique par des rapports de force. Il y a probablement quelques diplomates ici du Quai d'Orsay. Elle s'explique par un changement de rapport de force au sein du Quai d'Orsay, où la direction Afrique du Nord, Moyen-Orient, donc, a perdu pied face à la direction des affaires stratégiques et qui a pris un petit peu le contrôle et qui a marginalisé cette Afrique du Nord, Moyen-Orient, et qui fait que, bien aujourd'hui, ce département est marginalisé au sein même du Quai d'Orsay, lequel, vous le savez, est marginalisé par l'Élysée, par un président qui est hyperactif, qui a souvent de très bonnes idées, qui est dynamique, qui est pragmatique, mais qui est à l'image
de ses prédécesseurs, en particulier Nicolas Sarkozy, dans une espèce de, je dirais, qui est soumis à la tyrannie de l'instantanéité. Moi, ce que je reproche justement au président avec un X et un S à la fin depuis 2007, c'est de concevoir la politique extérieure française, en particulier au Moyen-Orient et probablement ailleurs, comme un levier pour renforcer sa position sur la politique intérieure en voulant faire des coups, etc. La politique extérieure, ça n'est pas quelque chose qui se décide et qui demande du temps. Et le meilleur exemple, ça a été évidemment, vous vous souvenez, en 2020, les initiatives courageuses d'Emmanuel Macron qui s'est rendu à Beyrouth après l'explosion au port de Beyrouth le 4 août, qui est allé avec beaucoup de volontarisme, avec beaucoup de volontarisme, d'idées, mais dans une précipitation qui a conduit finalement à un échec de cette initiative. Alors, et donc, une initiative qui ne pouvait pas marcher parce que, pour beaucoup de raisons. Hein. D'abord, quand vous êtes face à des comment dirais-je, à des caïds qui ont 30 ans de guerre civile, 20 ans de pouvoir, qui sont des gens qui ont le cuir très épais, qui vous mentent comme ils respirent et qui sont d'accord pour s'approprier les ressources du Liban, bon, eh bien, il faut avoir ça en tête. Donc, et puis, il y a je trouve qu'il y a souvent une gesticulation et donc un manque comment dirais-je, une volonté d'aller trop vite, un cap qui n'est pas clairement fixé. Par exemple, au Liban, le président de la République a eu la bonne idée, lorsqu'il y est allé pour la première fois, de convier le Hezbollah à cette table ronde autour de laquelle il leur a dit il faut réformer, etc. On aime ou on n'aime pas le Hezbollah, mais on ne peut pas réformer le Liban sans le Hezbollah. Mais simplement, dans le même temps, pour reprendre une expression chère à notre président, je pense qu'il aurait fallu, d'une part, mettre dans la boucle d'autres pays et d'autre part, avoir des relations meilleures avec l'Iran, qui, comme vous le savez, est le parrain du Hezbollah. Donc voilà, donc il y a une espèce comme ça de brouillard et de cafouillis qui fait que notre position aujourd'hui dans la région est souvent incomprise. Et puis, alors derrière cette ligne de fond un peu, je pense qu'il y a aussi quand même, par rapport au conflit israélo-palestinien, de la part de la France aujourd'hui, on l'a vu depuis le 7 octobre, comment dirais-je, un repositionnement qui est assez clair dans le sens où, eh bien, le président de la République, la présidente de l'Assemblée nationale se sont affichés très clairement aux côtés d'Israël qui a été victime d'un terrorisme barbare, ce qui était très bien. Mais je pense que dans le même temps, il aurait fallu manifester à l'égard des pays arabes eh bien, une intention, dire, je sais pas, envoyer notre ministre des Affaires étrangères pour dire « Ok, très bien, nous sommes solidaires et Israël a le droit de se défendre, mais en parallèle, eh bien, nous savons que vous êtes là, nous savons que le problème palestinien doit être réglé. » Donc, il y a eu des signaux qui ont été envoyés de la part de la France, qui ont été très mal reçus dans cette région. Et je dois reconnaître quand même que l'idée de créer une coalition, ou d'étendre plutôt la coalition anti-Daesh au Hamas, qui a été proposée par le président de la République lors de sa rencontre avec Benyamin Netanyahou, était quelque chose quand même. Moi, j'avais pris 2-3 jours de vacances à Rome, mais je suivais tout cela quand même. Lorsque j'ai eu connaissance de cette information, j'avoue que j'ai été stupéfait parce que son caractère impraticable m'a sauté aux yeux. J'ai appelé immédiatement un ministre des Affaires étrangères arabe dans la région qui n'en revenait pas, lui non plus. Et donc, je trouve que, et d'après ce qu'on a compris, et c'est que nos amis du Quai d'Orsay et d'autres ont été court-circuités et
Et donc, cette idée, qui est une idée aujourd'hui mornée, je trouve elle jette une ombre sur la politique française à l'égard non seulement du conflit israélo-palestinien, mais donne le sentiment qu'il y a effectivement un deux poids, deux mesures. J'ai fait un papier hier dans le Figaro ce matin où j'ai appelé plein de gens à Beyrouth, à Amman et ailleurs. On a vu la réaction du roi de Jordanie, qui est quand même le dirigeant arabe le plus pro-occidental de la région, à moitié anglais, d'une mère anglaise, d'un père, le roi Hussein, paix à son âme, qui était quand même extrêmement proche des services de renseignement israéliens, d'un grand-père, Abdallah, qui l'était encore plus. On a vu le roi Abdallah de Jordanie, lors de la réunion au Caire, juste après le 7 octobre, avoir des mots extrêmement durs contre la position des Occidentaux en disant « Nous avons compris, nos vies ne pèsent rien par rapport aux vies israéliennes, mais sachez que c'est un développement extrêmement dangereux. » Donc, si vous voulez, quand le roi Abdallah dit ça, la reine Radia en a remis une couche sur CNN, c'est un couple qui est extrêmement pro-occidental, trop même au goût de beaucoup de Jordaniens. Donc, je crois qu'on est sur une ligne de crête quand même un peu dangereuse, et c'est la perception aujourd'hui de la France dans ces pays de la région, c'est qu'effectivement on pratique le double standard. Alors le président a eu beau rappeler effectivement qu'une vie israélienne valait une vie palestinienne, valait une vie française, etc. Je pense qu'on est considéré comme on a encore perdu de notre influence. On a vu quelques manifestations. Donc je trouve ça très regrettable parce que la France a quand même encore un rôle à jouer, a une diplomatie, a une présence militaire importante. Voilà, et donc je crois qu'elle doit retrouver, nous c'est notre leitmotiv, mais on prêche dans le désert parce que c'est plus de mode, visiblement, mais il faut qu'elle retrouve une voix originale. Une voie originale qui nous permette d'apparaître comme non pas un recours, mais comme une force un peu différente, en appoint avec d'autres pays européens. Voilà, et donc avec moins de comment dirais-je, un peu moins de tapage et un peu plus de fond. Voilà, c'est ce que je trouve de regrettable dans notre position. Pour en finir, parce qu'après on passera aux questions, je trouve que ce qui se passe aussi dans la guerre entre Israël et le Hamas, et c'est très dangereux aussi pour nous, parce qu'on voit, et pour le coup, là, je trouve que la presse, les médias, en particulier les télévisions, jouent un rôle un peu d'accélérateur de la polarisation entre la communauté juive et ceux qui défendent Israël, et la communauté musulmane qui défend les Palestiniens. Et donc, il ne faut surtout pas contribuer à importer ce conflit, ce qu'on fait effectivement, y compris nous autres journalistes, en tout cas certains médias, en prenant position. Quand je suis sur la chaîne I24 News, ils me connaissent, je dis, vous savez, je suis sioniste à Haïfa, à Tel Aviv, à Jérusalem-Ouest. La sécurité d'Israël, quelque chose auquel on est attaché, mais je suis anti-sioniste dans les colonies, à Kfar Tapua, à Kiryat Arba et ailleurs. Ça ne veut pas dire que je suis antisémite. J'ai la même position que Joe Biden, que Yitzhak Rabin, etc. Et donc, on ne doit pas prendre position instinctivement, comme on le fait trop souvent. Il faut dire qu'on n'est pas aidé par nos politiques quand on a une formation politique qui refuse de reconnaître que les actes du 7 octobre sont des actes terroristes. Donc voilà, il faut être dans l'émotion, condamner, et puis après, expliquer, prendre du recul, etc. Et c'est ce que ne comprend pas le monde arabe aujourd'hui. Hier, j'avais un Libanais qui me disait on parle du 7 octobre chez vous, mais on ne parle pas de ce qui s'est passé avant le 7 octobre, sous-entendu la colonisation, l'occupation, etc.
qui est un débat, effectivement, qui n'existait plus beaucoup dans les médias, et on ne parle pas non plus de ce qui se passe après le 7 octobre, c'est-à-dire les bombardements sur Gaza. Donc, voilà, pour en finir, je suis à la fois pessimiste sur notre position et notre capacité à renouer, je dirais presque intimement, avec cette région-là, quand même une région importante. On fait un commerce de nos armes qui est important avec cette région. Notre diplomatie est une diplomatie, je dirais, comme on dit dans nos bouquins, sécuritaro-militaire. On a quand même vendu beaucoup d'armes aux Émirats, à l'Égypte, etc. C'est aussi un succès de notre diplomatie. C'est probablement, ça ne doit pas être le seul succès, mais ça en est un. Mais on doit faire attention parce que on est un peu déclassé. Voilà. Donc je suis prêt à... Voilà, si vous avez des questions. Oui. Je sais pas. Je vais essayer de parler fort. Désolé pour ceux qui sont à côté de moi. C'est bon. Bonjour, Thomas Pasleg, je suis étudiant en géopolitique. Oui, oui. Mais c'est bon, je vous entends. Enfin, voilà. Oui, oui, c'était pour vous demander, j'ai eu l'honneur de travailler au musée de la Marine à Toulon. Je suis étudiant en géopolitique internationale et il y a 3-4 ans, c'était juste avant le Covid, j'avais assisté à une conférence de presse, enfin à une conférence d'un spécialiste de l'Iran et qui me disait mais les Occidentaux se bercent d'illusions sur la question de l'arme atomique pour l'Iran parce que l'Iran est d'abord et avant tout nationaliste et que même si le régime des mollahs devait s'effondrer, ce qu'il disait qui n'arrivera pas de son vivant, même avec ça, on aurait quand même des problèmes parce que l'Iran aura quand même envie, pour le prestige et presque par gaullisme entre guillemets à l'iranienne, de se doter de l'arme nucléaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas tout à fait faux. Si on revient dans l'histoire, le Shah, avant les mollahs, avait des ambitions nucléaires. Et je pense que s'il y avait un prochain régime en Iran, eh bien, il serait probablement tenté d'avoir cette arme nucléaire, plus probablement pour se protéger. On sait qu'aujourd'hui, ils sont au seuil et qu'ils ont la capacité, le know-how. Mais je répondrai à votre question par une anecdote que m'a raconté un éminent ancien diplomate français, très éminent, je ne le citerai pas, qui était ambassadeur aux États-Unis et qui faisait une conférence devant la communauté juive iranienne. Et à l'époque, donc la France, comme elle l'est toujours, parce que la puissance nucléaire iranienne est un combat que mène la diplomatie française avec acharnement depuis très longtemps. Et donc, il faisait cette conférence devant des Iraniens de la diaspora à Washington. Il disait la France milite absolument pour le désarmement nucléaire de l'Iran. Et il me disait, il y a deux mains qui se sont levées, il y a deux dames qui se sont levées, qui ont dit mais de quel droit l'Iran n'aurait-elle pas droit à la bombe atomique? Donc voilà, ça fait partie de cette volonté iranienne qui est ancienne, parce que l'Iran se considère comme un empire, parce que l'Iran aujourd'hui se considère comme entouré, menacé dans son existence. Mais c'est vrai que ça fait partie du nationalisme iranien. Oui, j'ai le micro, mais il semble que ça ne marche pas non plus. Je suis journaliste, spécialiste du Moyen-Orient, un peu moins que vous. Je viens de rentrer du Liban il y a une semaine. J'ai une question à deux parties. J'étais un des leaders du mouvement de 17 octobre, de la révolution de 17 octobre. Vous avez dit qu'avec 500 000 personnes, on peut prétendre à dire que c'était une révolution. On a fait descendre dans les rues 2 millions de personnes. 50% de la population libanaise était dans les rues. Et malgré cela, vous l'avez mentionné, comme le président Macron est arrivé au Liban, il est parti s'asseoir à table avec les autres
avec le Hezbollah et les autres, il nous a dit à l'époque qu'il était avec eux parce qu'ils étaient élus légalement. Il semble, comme il n'a pas fait des études de droit, et moi j'ai fait des études de droit à Paris, qu'il ne sait pas faire la différence entre légal et légitime. Et qu'on peut voter avec les pieds, et que 2 millions de personnes, quand ils votent avec les pieds, c'est qu'ils ont la légitimité, et ils retirent la légitimité du pouvoir corrompu, parce que les gens ne savent pas, et il vaut mieux le savoir, que tout l'argent de tous les Libanais, dans toutes les banques, sont volés complètement. Allez-y pour votre question, cher ami. Faddal. En passant à l'autre partie, je rejoins l'ami qui vous a dit aussi qu'on ne regarde pas ce qui se passe avant le 7 octobre et après le 7 octobre. On ignore qu'il y a 5000 enfants qui sont morts et 500 000 qui sont terrorisés, même si on condamne ce que Hamas a fait le 7 octobre. Moi, ma question, la France d'abord et l'Union européenne continuent pour vous à être impuissants dans la région, rien du tout, c'est-à-dire concrètement en politique et non pas en aide. La deuxième partie de la question, est-ce que la France est en train de perdre le Moyen-Orient comme elle vient de perdre la plus grande partie de l'Afrique? Je vous remercie. Voilà. Non, elle ne le perd pas. On a parlé de déclassement, ça correspond à une réalité, mais la France, je vous le répète, a encore des atouts au Liban et ailleurs. Hein. Alors moi, je serais, quitte à vous heurter un peu, sur la capacité révolutionnaire des Libanais, je serais plus réservé quand même, parce que je connais ce magnifique pays depuis 35 ans, et bon, voilà. Mais enfin, bon, c'est un avis, donc j'ai pas non plus trop cru à la révolution libanaise qui bute sur ce qu'on connaît de ce pays, c'est-à-dire un pays qui est fracturé entre communautés, etc. Mais non, la France a encore son mot à dire au Liban. Simplement, je crois que ce petit pays a des grands électeurs, la France, l'Arabie Saoudite, l'Iran, les États-Unis, et qu'il faut qu'il y ait une action concertée. Ça fait probablement partie des pays où l'Iran, effectivement, joue, c'est sûr, un rôle très important via le Hezbollah. On l'aime ou on l'aime pas, je suis d'accord avec vous. Mais enfin, ils ont été élus. Donc, la branche politique du Hezbollah, la France... Alors, je suis parfois un petit peu dur contre notre position française, mais la France et Macron, le président Macron a bien compris qu'il ne fallait pas mettre, pourtant il est soumis à des pressions, pour mettre la branche, y compris politique du Hezbollah, sur la liste des organisations terroristes. Mais si on met tout le monde sur les organisations terroristes, pas tout le monde, mais avec qui allons-nous discuter? C'est aussi un des problèmes de notre diplomatie et de cette perte de connaissance intime du terrain, c'est de dire maintenant, une espèce de délire un peu néoconservateur américain, vous ne nous plaisez pas, donc on vous met sur la liste des organisations terroristes. Non, le Hezbollah est élu, le Hezbollah a effectivement une armée bien supérieure à l'armée libanaise, ça pose un problème, mais ça n'est pas... voilà, il faut discuter avec eux pour les amener à plus de réalisme. Ce que le Hezbollah d'ailleurs avait fait, on l'a bien raconté dans notre livre, le président de la République n'était pas très content sur certains de mes papiers, il me l'a fait dire de manière courroucée pour le moins, mais... il avait raison d'être avec le Hezbollah et de leur dire on a besoin de vous, aidez-nous à changer le Liban. Et dans une certaine mesure, ils étaient prêts. On peut pas... J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais c'est l'ancien Premier ministre irakien Mustafa Kazemi qui me disait que c'est un type très bien. De loin, je pense quand même le meilleur Premier ministre, ou en tout cas le moins mauvais que l'Irak a eu depuis 2003, et qui avait une bonne relation avec Emmanuel Macron. Ils ont lancé cette initiative de Bagdad, où il y avait cette réunion des groupes des pays de la région avec le président de la République. C'était pas mal. Et il me disait, il faut aussi que vous compreniez en France, arrêtez de regarder le Moyen-Orient avec vos yeux de Français. Essayez de vous regardez notre région avec des yeux d'Irakiens, d'Arabes. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce que je trouve, c'est ce qui me navre dans la position française aujourd'hui, c'est que, on regarde cette région-là avec nos propres critères, quoi. Non.
le débat sur effectivement sur la laïcité en France, très bien, mais alors absolument incompris là-bas. Et moi, je ne cesse de répéter aux gens, les pays du Golfe, effectivement, ils investissent, ils achètent de l'influence en France. C'est pas illégal. Et puis, eh ben, leurs femmes viennent à Paris en niqab, etc. Mais le Golfe n'est pas la France, n'est pas le Luxembourg, n'est pas la Suisse. Il faut accepter que ces pays-là pensent différemment de nous, agissent différemment de nous. Être vigilant sur un certain nombre de comportements. Le président de la République l'a été avec le Qatar sur le financement d'associations islamiques via des ONG, etc. Mais il faut qu'on retrouve cette intimité avec cette région qu'on a perdue. On a perdu pour les raisons que je vous évoquais tout à l'heure, parce que les arabisants du Caire ont été marginalisés, parce que un certain nombre de néocons sont apparus, et voilà. Et c'est dommage. Oui. Oui. Je reviens au conflit israélo-palestinien. Vous ne pensez pas qu'il y a des conflits qui sont insolubles, au sens que, effectivement, on pense tous à la solution des deux États, mais qui, quelque part, il y a une fracture spatio-temporelle. C'est-à-dire que c'est une solution pour le début des années 70, quand les territoires étaient un gage pour la paix, paix qui a été refusée à Khartoum en 67, et que depuis, on en parle, mais c'est à peu près impossible. Et ce n'est pas les attaques du Hamas en territoire israélien contre des kibbutzim plutôt de gauche, contre une jeunesse plutôt Tel Aviv, plutôt pour la paix, qui va inciter, même s'il le voulait, un gouvernement, même s'il était centriste, à libérer des territoires à 5 km de Tel Aviv ou 10 km de Tel Aviv en Cisjordanie. C'est un peu ce que disent, et je suis complètement contre, les colons de Gaza, qui ont été évacués en 2005, qui est un territoire qui a été évacué. Voilà. Alors, effectivement, je pense que les appels incantatoires aux deux États, lancés par tous les dirigeants occidentaux, de Joe Biden au président de la République, aux autres, je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'y croient plus. Et je suis intimement convaincu qu'Emmanuel Macron, qui aimerait qu'il y ait deux États, parce qu'il sait que c'est la solution, le partage de la terre, mais c'est plus possible avec les 450 000 colons qui habitent en Cisjordanie. Cela étant, quelle est la solution du conflit israélo-palestinien? Alors, il y en a plusieurs. Il y a effectivement le tremblement de terre qui dissout ou qui élimine l'un des deux camps. Bon, c'est fort improbable. Il y a le transfert de population, on pense plutôt aux Palestiniens, idée qui a germé dans le passé chez le Likoud israélien, Jordan is Palestine, hein, c'est la grande crainte du roi Abdallah de Jordanie aujourd'hui, qui est réactivée par certains responsables israéliens aujourd'hui, mais on a vu, Blinken hier a dit qu'il n'y aura pas de transfert de population, on pense notamment à celle de Gaza, qui a été appelée à quitter le nord pour aller au sud, et ensuite si on pouvait les envoyer dans le Sinaï, etc. Voilà. Donc, si on veut régler le problème, il reste une chose, c'est le partage de la terre. C'était les fondamentaux du processus de paix en 93, Land for Peace. Nous, Palestiniens, on arrête de vous taper dessus, et vous, Israéliens, vous nous redonnez la terre. Terre, quand même, il faut le rappeler, quand même, en 67, il y a eu une guerre, une invasion de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, de la bande de Gaza. Il y a eu des résolutions de l'ONU. Et depuis, Israël s'assoit sur ces résolutions de l'ONU qui demandent un retrait des territoires palestiniens. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de pays qui disent, et ils sont grands, hein, Sud global ou pas Sud global, disent vous vous mobilisez en Ukraine à juste titre pour aller défendre les Ukrainiens agressés par la Russie, mais ça fait 60 ans qu'en Israël, eh bien, l'Occident ne fait rien. Donc, partage de la terre, on l'appelle. Mais, si vous voulez, moi j'ai été basé à Jérusalem de 1993 à 2002. J'ai assisté à la naissance et jusqu'à la mort, au jour le jour. Au début, il y avait des types en Israël, Shimon Peres, Yitzhak Rabin en particulier, qui n'était pas une colombe, hein, qui était un combattant, mais qui s'est converti à la paix. En tout cas, à la nécessité de concessions territoriales. Bon, il a été assassiné, justement, par un extrémiste juif, parce que ici, cet extrémiste juif savait que c'était probablement la façon d'arrêter le processus de paix. Mais moi, ce qui m'a frappé aussi, et ce qui continue de me frapper, c'est que, si vous voulez, quand vous faites la paix, on en a fait la paix avec l'Allemagne
Ensuite, moi, à la français, je vous considère, vous, Allemands, sur un pied d'égalité. J'ai le sentiment, et je le dis à mes amis israéliens, je le dis, faites attention, parce que vous êtes supérieurs. Militairement, ça ne fait pas de doute. Diplomatiquement, ça ne fait pas de doute. Médiatiquement, ça ne fait pas de doute. Parce que vous êtes soutenus, à juste titre, par la communauté internationale, quand on fait la paix, ou quand on s'engage dans un processus comme celui de 93, avec tous les défauts qu'il avait, ben, il faut aussi que l'écart entre l'occupant, l'occupé, le dominant, le dominé, se réduise. Or, déjà à l'époque, qui avait un processus de paix, qui a rapidement montré ses limites à partir de 96, l'élection de Netanyahou qui a gelé ce processus de paix, et a fortiori après, si vous voulez, quand vous allez, c'est ce que je dis, à tous ceux qui effectivement disent « Ah oui, c'est compliqué cette histoire, on n'y comprend rien », je dis « C'est très simple. Pour comprendre le conflit israélo-palestinien, il faut comprendre l'histoire et la géographie. L'histoire, vous vous souvenez du passé, le sionisme, les pogroms, etc., la création. Et la géographie, vous allez sur le terrain. Alors vous allez à Tel Aviv, vous allez à Haïfa, mais vous allez aussi à Ramallah, vous allez à Bethléem. Et si possible, vous allez à Gaza. C'est compliqué, etc. Et vous voyez que rien n'a changé. Les conditions de vie des Palestiniens se sont détériorées. La colonisation, et c'est là où la communauté internationale est coupable. Aujourd'hui, les Américains disent il faut penser à l'après-Gaza. Bon, très bien, parce qu'effectivement, il faut y penser. Il y aura une fin à cette guerre. Donc l'après-Gaza, on ne peut pas revenir au statu quo d'avant le 7 octobre. Le Hamas, ce n'est pas possible qu'il gouverne la bande de Gaza. Bon, Yoav Gallant l'a dit, il faut une tierce partie. Donc si possible, l'Égypte. L'Égypte est frontalière, etc. Sauf que aucun pays arabe, aujourd'hui, n'est prêt à aller envoyer des hommes dans la bande de Gaza. Et l'autorité palestinienne qui a comment dirais-je, qui a joué le jeu quand même, de 93 à 2000, avec parfois Yasser Arafat qui tergiversait, etc., mais qui était pris en étau entre les attentats du Hamas et Israël, Netanyahou, qui n'avait pas envie de lui faire de cadeaux. Et donc, aujourd'hui, les Américains, personne n'est prêt à aller les aider pour dire qu'est-ce qu'on va mettre à Gaza après. Donc ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps, et c'est pour ça que je parle de un peu l'hubris israélien, c'est ce que dit Dominique Moïsi justement aussi, vous ne faites la paix que si vous êtes forcé à faire la paix. Même Gérard Haro, qui est un grand ami d'Israël, l'a écrit dans son bouquin, Israël, pendant longtemps, n'a pas intérêt à faire la paix. Le coût de l'occupation, en termes de victimes, était assez minime. Certaines années, je pense, c'était moins que les accidents de la route en Israël. Deuxièmement, l'occupation, c'est nous qui la finançons. C'est la communauté internationale, l'Europe, etc., qui finance. C'est notre argent qui finance l'autorité palestinienne. Troisièmement, une occupation, ça permet d'avoir de magnifiques services de renseignement, ça permet d'avoir des magnifiques sociétés de sécurité privées qui, une fois qu'ils quittent le Mossad, vont créer des magnifiques sociétés de sécurité privées, qui vont installer des magnifiques caméras à Nice, etc., etc., qui vendent leur magnifique matériel à Mohammed bin Salman pour écouter ses opposants, aux cheikhs du Bahreïn, aux Émirats, au Qatar, etc. Donc, Israël a vécu comme ça, avec l'illusion qu'il n'avait pas besoin de faire la paix. Et donc, la question, effectivement, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les Israéliens sont prêts à revenir en arrière? Alors, ça me paraît quand même terriblement compliqué, parce qu'ils sont traumatisés à juste titre par ce qui s'est passé, par le pogrom du 7 octobre, mais c'est ce que je leur disais avant. Je leur disais, mais si vous n'avez pas une vision stratégique de Gaza, vous allez avoir un Hezbollah bis. Et à la place du Hamas, vous allez avoir Daesh. Parce qu'il faut se souvenir que le Hamas, en 2007-2008, il y avait au sein de la branche armée du Hamas des gens qui rouspétaient parce qu'ils disaient il faut être plus tough contre Israël. Et donc le Hamas les a embastillés. Certains sont partis par les tunnels et sont allés rejoindre Daesh dans le Sinaï. Donc, voilà, si vous voulez, le problème c'est qu'il n'y a aucune vision stratégique. Nos amis israéliens sont remarquablement intelligents, des meilleurs services de renseignement, enfin avec quelques trous dans la raquette parfois, mais il faut une vision stratégique. Il faut qu'ils aient une vision au-delà de 2 mois, de 3 mois.
Et s'ils avaient eu cette vision stratégique, eh bien, ils auraient fait la paix avec Yasser Arafat, avec Mohamed Darlan, avec Djibril Rajoub, leur chef de service de renseignement, qui avaient leurs mains, les agents de la DGSE qui étaient à Jérusalem-Est et à Gaza, me l'ont dit, je l'ai écrit, etc. Ils ont trempé leurs mains dans la collaboration avec le Shin Bet de manière extrêmement intense. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, Darlan, qui est abrité par nos alliés émiriens, qui pourrait être la solution, le recours à Gaza, je lui souhaite beaucoup de courage. S'il rentre à Gaza, il a rasé, ou ses hommes ont rasé des islamistes en 1996. Leurs enfants ou petits-enfants vont s'en souvenir. Et donc, il a une espérance de vie qui est assez faible. Donc, voilà, il fallait faire la paix avec Arafat, tous les défauts qu'il avait, avec Darlan, avec Rajoub, etc. Si vous voulez, Et alors, bon, il faut être un peu optimiste. Il y a des gens en Israël aujourd'hui, des types comme Benny Gantz, etc. Même des anciens. C'est très intéressant de suivre les déclarations des patrons du Mossad dès qu'ils quittent le Mossad. Parce que quand ils sont au Mossad, évidemment, ils ne parlent pas, mais dès qu'ils quittent, ils disent des choses très très justes. Ephraim Halevi, Pardo, Ephraim Halevi disait il y a quelques années, la menace existentielle d'Israël, ça n'est pas l'Iran, c'est le Hamas. Et donc un type comme ça, demain, pourrait jouer un rôle. Mais il faut si vous voulez, voilà, je pense que c'est ce que je leur dis. Vous vous êtes bercés d'illusions parce que vous avez eu les accords d'Abraham qui ne vous ont rien coûté. Mais sauf que vous vous souvenez de la Coupe du Monde l'an dernier au Qatar, lorsque les journalistes israéliens étaient à Doha, ils voulaient interroger les Arabes. Ils disaient « Ah non, 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 d'abord tu fais la paix avec les Palestiniens, tu leur donnes un État et après on parlera. » Et donc, ils disaient « Mais sur les 24, on ne comprend pas. » Je dis « Mais c'est très facile à comprendre. Faites la paix avec les Palestiniens, revenez un peu les pieds sur terre, et le monde arabe vous aimera. Mais je ne sais pas, mais en tout cas vous acceptera. Parce que c'est un des paradoxes de ce moment, c'est que quand vous allez, comme je le fais, en Arabie Saoudite, où 60% de la jeunesse a moins de 30 ans, alors je vous parlais tout à l'heure de l'ignorance des jeunes Français, mais les Saoudiens, Arafat et les autres, tout ça c'est très loin. Et puis Israël est un fait accompli, prêt à être reconnu. Au Qatar aussi, même, voilà, mais aux Émirats, n'en parlons pas, même en Jordanie, évidemment, ils ont fait la paix. Donc, Israël est accepté en 2002, vous vous souvenez, à la fin de l'intifada, en tout cas au milieu de l'intifada, le roi Abdallah d'Arabie Saoudite a quand même proposé sur un plateau d'argent à Ariel Sharon la création d'un État palestinien contre la paix avec 22 pays arabes. C'est quand même une offre conséquente. Et Ariel Sharon lui a dit non, no way. Donc voilà, à un moment donné, je crois qu'il faut prendre du recul. Il faut sinon, nos amis israéliens seront encore plus dans un problème grave parce qu'il s'est passé le 7 octobre, ça peut se passer au nord, le Hezbollah, ça peut se passer après avec des gens, vous savez, vous ne pouvez pas, j'en reviens, connaître la géographie. Allez sur le terrain, je pourrais vous citer les exemples de Français que j'ai accompagnés qui sont arrivés en me disant « moi je suis pro-israélien parce que voilà, j'ai des amis ». Ils ont fait le tour, ils me disent « ce qu'on a vu, etc. » Bon, il faut en finir avec ça. On ne peut pas maintenir comme ça 2 millions, plus 2 millions de gens sous l'éteignoir, etc. Ce n'est pas possible. Et là, le réveil a été particulièrement brutal. Et ce qui est mauvais aussi pour nous, c'est que... et j'en reviens à notre position qui est un petit peu quand même sujette à caution, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde arabe, les gens regardent la télé, ils regardent Al Jazeera, et ils voient aussi qu'en France, il y a une polarisation très très forte, et que les pro-palestiniens, ou voilà, qui ne sont pas forcément pro-Hamas, il ne faut pas confondre, ne peuvent pas manifester. Donc, ajouter, il y a eu quand même des manifestations qui ont été interdites. Donc, voilà. Et donc, non, pas toutes, mais enfin, à Londres, elles pour la plupart, n'ont pas été interdites. Donc, pour le pays liberté, égalité, fraternité, ça colle pas, ça passe pas. Et donc, il faut... oui, mais alors, moi, honnêtement, si vous me demandez s'il y aura la paix ou pas... je pense que ça va être très compliqué, surtout au jour d'aujourd'hui. Mais la paix se fait à un moment où on considère qu'on doit traiter son voisin sur un pied d'égalité. Voilà. Et voilà. Et ce moment, je pense, n'est pas encore arrivé.
Voilà. Très bien. J'avais annoncé donc une prise de hauteur, pas nécessairement experte. Bon, on a eu à la fois la prise de hauteur et l'expertise. Bien sûr, je n'aurai pas de commentaires, mais finalement, on reboucle avec ce qu'on avait dit, ce que j'avais avancé hier matin. Les journées sont longues. Sur parler des choses qui fâchent sans fâcher, être capable de parler des vrais problèmes en posant un angle, de façon à être entendu, écouté, compris, et que chacun puisse se forger son opinion. Je crois qu'on a parfaitement rempli le contrat. Merci beaucoup, Georges Malbruno. Merci bien.